Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au lien entre stratagème et morale. Car effectivement, si le stratagème peut être vu comme quelque chose de positif, c'est aussi un mot qui engendre un certain nombre de problématiques liées à la question du mensonge, à la question de l'honnêteté, et de ce fait, une pièce qui va valoriser le stratagème peut apparaître comme n'étant pas complètement morale. Donc, qu'en est-il exactement avec les fausses confidences? Alors il nous faut effectivement revenir sur le mot même de stratagème. Ce mot appartient au champ lexical de la guerre, puisque au sens propre, un stratagème, c'est une ruse de guerre, et le stratège, c'est le général en chef de l'armée, c'est le commandant. Et bien entendu, dans l'histoire littéraire, le modèle même de stratagème militaire, c'est le cheval de Troie inventé par Ulysse, l'homme aux 1000 ruses. Donc pour bien comprendre le contexte du stratagème et les problèmes moraux que cela pose, il faut se souvenir que dans la conception grecque, il y a deux façons d'analyser la guerre. La guerre chez les Grecs est souvent représentée par l'opposition de deux dieux, Arès d'un côté, Athéna de l'autre. Arès, c'est vraiment la fureur dévastatrice. C'est, comme il est surnommé très souvent chez Homère, le fléau des mortels. Pourquoi? Parce que Arès, c'est avant tout une guerre violente, une guerre brutale, où ce qui est important, c'est le résultat. Et donc, peu importe le nombre de guerres, peu importe le nombre de sacrifices, ce qui importe avant tout, c'est de remporter la victoire. Donc c'est une conception de la guerre qui est souvent illustrée par des épisodes très glorieux comme le fameux épisode des 300, les 300 sacrifiés pour défendre la ville de Sparte, avec le roi Léonidas qui est vraiment le roi guerrier par excellence, l'incarnation même d'Arès. Et bien ce fléau des mortels qui est représenté ici, c'est aussi une manière de considérer une guerre qui serait une guerre avec de l'honneur, une guerre où la puissance, l'exaltation d'une façon de combattre, une façon de ne jamais tourner le dos à l'ennemi, combattre toujours pour sauver la face en quelque sorte, pour être dans la beauté de la puissance, une guerre magnifiée par l'aspect frontal et l'aspect donc honnête. Voilà ce que représente Arès, de la violence, mais de la violence qui ne se cache pas. Avec Athéna, ce qui devient beau n'est plus du tout ce geste guerrier violent sur le champ de bataille. Ce qui devient beau, c'est la manière dont on a utilisé son intelligence pour construire la stratégie guerrière. Donc ce qui va être valorisé, ça va être plutôt la capacité d'analyse, comment on a compris les mouvements de l'armée, quelle intuition on a pu avoir, est-ce qu'on a bien pénétré les vues de l'armée qui est en face, est-ce qu'on sait à l'avance ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir, quel détour on a pu nous-mêmes mettre en place, est-ce qu'on avait prévu par exemple une attaque par surprise, etc., etc. Donc en fait, ce qui importe dans cette manière de faire la guerre, c'est l'intelligence qui est en œuvre, c'est le mécanisme stratégique mis en place. On a anticipé les réactions de l'ennemi, on est vraiment comme sur un jeu d'échecs. Et cette stratégie, elle implique de la tromperie, elle implique du mensonge, elle implique de la manipulation, de la dissimulation, elle implique de la ruse et donc des stratagèmes. Donc on n'est plus dans ce mouvement honnête mais violent qui était celui d'Arès, on est vraiment dans le détour, dans la manipulation et le mensonge, mais qui permettent au final une victoire bien plus manifeste. Ces deux conceptions de la guerre, d'un côté Arès, de l'autre Athéna, font donc s'entrechoquer d'un côté ce qui peut être honnête, donc la morale, et d'un autre côté ce qui peut être utile, donc plutôt le côté politique des choses.
Et donc on en arrive à cette formule bien connue, la fin justifie les moyens, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où quelque chose, même si c'est malhonnête, même si c'est une ruse, même si c'est de la dissimulation, donc même si c'est contraire à la morale, à partir du moment où c'est utile politiquement, eh bien, si ça nous permet de remporter la guerre, peu importe. Donc on a ce conflit entre morale et politique qui est vraiment au cœur même de notre problématique du stratagème, parce que finalement, est-ce que tous les moyens sont bons pour arriver à notre fin? Alors c'est un problème politique, bien entendu, c'est très très loin de Marivaux, mais si on examine la pièce à la lueur de cette opposition, on comprend bien que ça pose des problèmes moraux très importants. Car enfin, dans cette pièce, tous les personnages sont plus ou moins des stratèges eux-mêmes. Ils utilisent des stratagèmes pour tromper, pour arriver à leur propre fin. C'est une sorte de guerre qui se joue dans cette pièce. Tous les personnages poursuivent leur but. Par exemple, si on prend Madame Argante, la mère, elle cherche à toute force à accéder à une classe sociale supérieure par le mariage de sa fille, et donc elle va faire d'Araminte la victime de son stratagème, hein. Elle va chercher à la tromper en faisant croire qu'elle est en capacité de perdre son procès et que donc il faut qu'elle épouse le comte. Si on prend Monsieur Rémy, ben, c'est pareil, hein. Il va faire croire à Marton que Dorante est épris d'elle pour pouvoir rétablir son neveu. Si on prend le comte d'Oriment, eh bien, pour se marier, il va faire alliance avec Madame Argante. Et puis, on peut aller loin, hein. Marton, c'est pareil, hein. Elle va participer au stratagème mis en place par les autres personnages, en particulier par le comte et par Madame Argante. Et puis, bien entendu, le couple principal est de plein pied dans le stratagème avec Dorante, hein, qui participe au stratagème mis en place par Dubois. Et puis, Araminte, à un moment donné, va elle-même mettre en place des stratagèmes pour éprouver, c'est-à-dire véritablement tester l'amour de Dorante. Et puis, au final, le stratège principal de la pièce, à savoir Dubois, est bien celui qui, le plus clairement, est dans une guerre, puisque c'est celui qui va utiliser le plus souvent le vocabulaire militaire pour décrire son action dans la pièce. Donc en fait, on voit que dans cette pièce, il y a derrière un ton assez policé et une manière de se parler qui a l'apparence de la paix, une véritable guerre sociale qui s'exerce avec des personnages qui passent leur temps à se tromper, à établir des stratagèmes pour dissimuler leurs vraies intentions. Et donc, en réalité, c'est un jeu de masques sociaux, avec des personnages qui se cachent derrière des apparences, mais qui, en réalité, exercent un jeu assez violent, les uns contre les autres. Et effectivement, le paradoxe, c'est que le seul personnage dans cette pièce qui est suffisamment naïf pour croire ce qu'on lui dit, qui est en réalité l'instrument même de la ruse des autres personnages, c'est Arlequin. Et bien entendu, c'est un paradoxe, puisque c'est le personnage dans la tradition de la commedia dell'arte qui est masqué. Donc on a bien une sorte de retournement de situation qui amuse Marivaux. Clairement, dans cette guerre sociale qui s'exerce dans la pièce, il y a des vainqueurs et des vaincus, et plus exactement des victimes. Parmi les vainqueurs, il y a bien entendu Dubois, dont on ne sait pas exactement, et c'est l'une des grandes réussites de la pièce, on ne sait pas exactement quelles sont les motivations de Dubois. Pourquoi a-t-il manigancé toute cette intrigue? Quel est véritablement son but? S'agissait-il d'une affection de type paternel pour Dorante? S'agissait-il de poursuivre son propre intérêt financier en ayant une maîtresse et un maître avec une situation stable? Ou bien s'agit-il simplement d'un homme qui jouit de manipuler les autres? On ne sait pas exactement, c'est une ambiguïté, mais en tout cas c'est lui qui gagne, puisque toutes ces machinations se révèlent être payantes.
L'autre vainqueur, c'était effectivement Dorante, mais là aussi c'est un petit peu ambigu. Car d'un côté, on est toujours en train de considérer qu'il est sincèrement amoureux d'Araminte, hein, la scène 13 de l'acte 2, quand il croit qu'Araminte est décidé à épouser le comte, est une scène où on voit son émotion, c'est visible par toutes les didascalies. Mais Dorante, c'est aussi celui qui est extrêmement égoïste, qui récupère très vite ses esprits, même quand il est troublé, qui va continuer à feindre, à se déguiser ses sentiments, et puis qui n'a absolument aucun scrupule par rapport à la situation. Par rapport à Marton, par exemple, vraiment, à aucun moment il n'a de considération pour elle. À la fin, il va même jusqu'à accuser Dubois. Alors, certes, comme le dit Araminte à la fin de la pièce, on doit tout lui pardonner, nous en tant que spectateurs et elle en tant que personnage, parce que finalement, l'amour est au-dessus de tout. Bien, c'est effectivement l'argumentation qu'on peut entendre de la part du personnage d'Araminte, mais ça pose quand même quelques questions. Donc on a des vainqueurs qui ne sont pas moralement tout à fait indemnes, et puis de l'autre côté on a des personnes qui sont vaincues, qui sont des victimes, comme clairement Marton, hein, qui est la vraie victime, puisque jamais il n'y a aucune compassion pour elle. Elle est une amoureuse réelle et jamais on ne prend attention à ce qu'elle pourrait penser. Une autre victime, c'est évidemment Arlequin, avec cette naïveté qui le protège, qui semble tout content de servir ses maîtres, mais qui est en réalité l'objet de moquerie tout au long de la pièce. Et puis on a les victimes un petit peu ambiguës comme Araminte, une vraie fausse victime, puisque au final, elle aussi a joué, elle aussi a dupé le monde, elle a été dupée, mais elle dupe aussi Dorante par exemple, et au final elle ramasse la mise, hein, puisqu'elle bénéficie finalement d'un homme qu'elle aime, même si ça reste tout de même ambigu. Est-ce qu'elle l'aime vraiment ou est-ce qu'elle accepte la situation la moins pire pour elle? Donc on a bien une situation où moralement les choses sont un petit peu ambiguës. On a donc une pièce qui va valoriser le stratagème et qui pose quand même la question morale du stratagème. Même si au final tout apparaît comme allant pour le mieux, tout se finit bien d'une certaine manière, nous rions, nous spectateurs, mais finalement nous nous posons quand même des questions sur le jeu social que nous venons de voir, sur cette guerre, sur cette société où finalement l'argent mène le monde, où tout le monde cherche à se préserver de la violence des autres en exerçant soi-même une violence. On a un personnage principal, Araminte, qui est obligée elle-même de rentrer dans ce jeu tout simplement pour préserver sa liberté et pour préserver une certaine dignité de soi-même. Donc on a une moralité qui est ambiguë, puisque c'est une moralité qui va valoriser le mensonge pour pouvoir atteindre la vérité des personnages et la vérité du jeu social. Le mensonge permet en fait de démasquer la violence sociale. C'est donc un paradoxe, c'est le paradoxe même de la pièce et c'est ce qui la rend intéressante.